Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 6, une journée qui a été animée avec l'Estrade Bianche. Au final, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée, coureur top, bilan des Bleus, flop, et puis le point sur les différents classements. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est plateforme de podcast, TikTok, YouTube, les shorts juste après l'arrivée des grandes compétitions, notamment de ce Giro. Ça, c'est tous les jours aux alentours de 17h20, 17h40. Et puis le débrief tous les soirs à 21h, la présentation de l'étape du lendemain, enfin de l'étape de l'après-midi plutôt, à 7h. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus ça soutient la chaîne, parce que plus ça permet à la vidéo d'être mise en avant par l'algorithme YouTube. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez également soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font et qui cliquent rapidement également sur les notifications. On regarde tout de suite cette étape numéro 6, qui a été faite sur un énorme tempo. On est arrivé à 17h, donc c'était l'horaire rapide. Cette étape numéro 6, en début de journée, énormément d'attaques. Pêle-mêle, comme dirait Julien Cazard. On a eu Alaphilippe, Simon Clark, Valter, Gaviria, Paré-Pinte, Costiu, qui ont tenté leur chance, Frigo également. Donc il y a eu énormément d'attaques, et là je vous ai pas dit tous les coureurs, parce qu'à un moment on avait un groupe de 24. Ce matin on avait également pas mal d'abandons au départ de cette épreuve, notamment chez Israël, Woods, Reisberg et Pickrell. Woods, Reisberg avait été pris dans la chute hier à 26 km de l'arrivée. Pickrell, c'était dans la chute assez violente avec le terre-plein central. Et puis Lipovitz également, qui a abandonné. Le coureur allemand de la Bora, avait perdu hier 1 minute. Eh bien, il était malade. Marco Frigo, qui va tenter un coup à 101 km de l'arrivée. Alaphilippe, Fiorelli, Paré-Pinte tente également de sortir à ce moment-là, mais ça ne prend toujours pas. La première heure 35 de course se fait quand même à plus de 52 km/h de moyenne. Il faut quand même vous mettre ça dans la tête. 90 km de l'arrivée, on va avoir une première accélération avec un gros groupe. À 90 km de l'arrivée, on se retrouve à avoir 24 coureurs devant, notamment Groves, Trentin, Vermarke, Vandrame, Steinhauser, Alaphilippe, Paré-Pinte. Enfin, il y a beaucoup de coureurs. À ce moment-là, Groves est le seul sprinter qui n'est pas lâché, car tous les sprinters sont dans un deuxième peloton, pas dans le peloton des leaders, des favoris. Et puis le bon coup, il va partir à 85 km de l'arrivée seulement, après que Alaphilippe ait réaccéléré avec Plap et Pelayo Sanchez, et ces coureurs-là qui vont être rejoints notamment par Trentin, par Fiorelli, par Vandrame et surtout par Groves, qui est également dans le bon coup. Vandrame qui va quand même mettre beaucoup de temps avant de revenir, parce qu'il reviendra quasiment 10 km après que le groupe de 6 se soit formé. Je crois qu'ils étaient 6 au départ. L'écart qui sera à ce moment-là d'1 minute 30. Au classement de la montagne, c'est à Volterra, c'était Fiorelli qui a été passé en tête, et au sprint intermédiaire, c'est Caden Groves devant Fiorelli. À 60 km de l'arrivée, il y a 3 minutes d'écart entre le groupe de tête et le peloton, ce qui fait qu'à ce moment-là, Luc Plap est maillot rose virtuel. 42 km de sang de l'arrivée, la porte crève. Encore une mauvaise journée pour le Français avec cette crevaison, et puis pas mal de douleurs forcément suite à ces blessures. À ce moment-là, dans le groupe de tête, Trentin et Groves sont lâchés, et surtout devant, on se retrouve à avoir un groupe de 3, Pelayo Sanchez, Plap, Alaphilippe, qui vont être le bon groupe pour le final. 41 km de l'arrivée, chute, une légère chute quand même de Heutebroek avec Valter. O'Connor est ralenti, on a Martinez, Bardet également est ralenti, Arensman est ralenti au moment de cette chute. Au Grotti, Alaphilippe passe en tête, et Vandrame est de retour dans le groupe de devant après le Grotti. À 30 km de l'arrivée, les vents c'est de 2 minutes 37, on se dit c'est faisable, mais il va quand même pas falloir ralentir dans le final. Derrière, à 17 km 800 de l'arrivée, alors que nous sommes dans le dernier secteur pavé, dans le peloton ça accélère avec Steinhauser, avec
pardon, il y a une chute déjà avant avec Steinhauser, avec un coureur de la Bahreïn, avec un coureur d'Intermarché. Je pense que le coureur de la Bahreïn, ça devait être Caruso parce qu'il a perdu beaucoup de temps. Mais j'en suis pas certain parce qu'on n'a jamais eu le ralenti de cette chute. Et au même moment, Ineos accélère, même si Ineos déjà faisait un gros tempo sur cette journée. Et ça ralentit, enfin ça réduit, pardon, l'écart avec le peloton, enfin avec le groupe de 3, pardon. À 11 km de l'arrivée, on a failli avoir la catastrophe du jour avec l'organisation. Il nous en faut une par jour. Hier, c'était un problème de signalement du côté, enfin un manque de signalement. Il n'y avait pas de signalement du côté du terre-plein central avec Pickrell. Et bien aujourd'hui, c'était une erreur d'aiguillage qui a failli coûter cher à Pelayo Sanchez, à Julien Alaphilippe, avec un signaleur qui faisait un signe qui n'était pas très compréhensible. Hein. Vous ne savez pas trop ce qu'il voulait indiquer, le signaleur. Et puis on arrive dans la fin de journée avec Luc Plapp qui tente d'attaquer, Julien Alaphilippe aussi dans la montée finale, mais il lui en manque un petit peu pour faire la différence. Et dans le peloton, on a une attaque de Romain Bardet et ensuite Piccolo part, Piccolo qui prendra la 4e place de cette étape. Et donc à la fin, sprint avec un Pelayo Sanchez qui ne veut pas prendre la roue de Plapp, il sait qu'il doit prendre la roue de Julien Alaphilippe pour s'imposer. Donc à plusieurs reprises, Julien essaye de lui faire prendre la roue de Plapp, mais il ne se fait pas avoir Pelayo Sanchez parce que c'est déjà un coureur qui a gagné des épreuves. Et dans le final, eh bien, Pelayo Sanchez arrive à déborder Julien Alaphilippe qui ne fait pas d'erreur, mais qui était moins fort que Pelayo Sanchez dans cet exercice-là du sprint. On regarde, déjà je vais commencer par un truc qui m'a énervé aujourd'hui, mais qui m'énerve depuis plusieurs jours, c'est la réalisation sur ce Giro qui est pas loin d'être catastrophique. Oui, même catastrophique. Là aujourd'hui, on est sur une étape de Strade Bianche. Il y a des éléments qui se sont passés, on ne sait pas à quel moment ça s'est déroulé. Donc quand la réalisation ne permet pas la compréhension de l'épreuve, je pense que c'est un vrai problème. Le vrai travail de la réalisation dans le sport, dans les compétitions sportives, c'est déjà de comprendre ce qui se passe à l'écran. Si le téléspectateur n'arrive pas à comprendre ce qui se passe à l'écran, c'est qu'il y a un vrai problème. Et je suis désolé, mais quand on a la chute, notamment avec Steinhauser, on ne sait pas qui d'autre est tombé à ce moment-là. Et pour moi, je pense que c'est Caruso, parce qu'il y a un Bahreïn qui perd 17 minutes. Je me dis que c'est peut-être le Bahreïn qui a perdu du temps, mais on n'a aucune information pour savoir quel coureur est tombé à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de ralenti. On ne va pas nous mettre un ralenti. Et il y a plein de moments, il a raté par exemple toutes les attaques de Plapp dans le final. C'est-à-dire dès qu'il y avait un coureur qui accélérait, il ratait les attaques. Enfin, une fois, 2 fois, mais 5 fois d'affilée, non. Et il a tout raté aujourd'hui, le réalisateur. Mais vraiment tout. On ne comprenait rien à ce qui se passait. Et déjà hier, on ne comprenait pas grand-chose. Ça fait quand même depuis plusieurs étapes qui sont animées, ces étapes de plat, où on a beaucoup de mal à comprendre. Et je ne parle même pas de la réalisation des sprints, parce que sur le premier sprint, il était très mal réalisé, avec pas mal de changements de caméra, et surtout pas de caméra hélico. Donc, ce qui ne permet pas de comprendre ce qui se passe. Et même sur le ralenti, on a très peu de temps, en fait, la caméra hélico. Donc je trouve qu'il y a un vrai problème de réalisation sur ceux de Giro. Et j'en parle sur le Tour de France. L'année dernière, sur le Tour d'Italie, ça c'était pas si horrible que ça. J'avais pas souvenir que c'était si horrible que ça. Là, cette année, c'est quand même violent. Alors que c'était plutôt amélioré du côté de la réalisation du Tour d'Italie. Parce qu'il y a une époque, c'était vraiment une catastrophe. On se souvient l'année où Romain Bardet fait 7, tous les pertes de faisceaux. Sur ce Giro, c'est une catastrophe. Tous les jours, il y avait le faisceau était perdu. Tu avais 10 minutes, un quart d'heure, voire la grosse étape de montagne du dernier mardi, qui s'était déroulée dans des conditions difficiles. Et là, on n'avait eu quasiment aucune image pendant les 40 derniers kilomètres. C'était en version radio. Donc voilà, réalisation pas top. On passe au sondage. 2 sondages aujourd'hui. Le premier sondage, bien oui, je vous avais fait part ce matin du fait que je ne savais pas quelle stratégie il fallait employer sur cette étape. Alors de quelle manière va se gagner cette 6e étape? Eh bien c'était assez équilibré. Dans l'échappée matinale, 24%. Un leader qui attaque dans le final, 33%. Un sprint en petit comité, 18%. Un sprint massif, 3%. Et un groupe avec 2 P, bien entendu, de contre qui se forment dans les Strade Bianche. Ça, c'est quand j'écris les choses le soir, à des moments, c'est tard. Et des fois, il y a des belles coquilles.
Mais un groupe de comptes voilà, qui se forme dans les Strade Bianche à 22%. Voilà, donc vous voyez que c'était assez équilibré du côté de ce sondage. Et puis deuxième sondage, qui va remporter cette sixième étape? Eh bien on n'était pas loin avec Julien Alaphilippe, 32%. Tadej Pogacar, 33%. Bah oui, parce que si un leader avait attaqué, ça aurait pu être Tadej Pogacar. Narvaez, 5%. Trentin, 4%. Un autre choix, 25%. Eh bien, c'était encore un autre choix que le mien. Et la note de l'étape, moi j'ai pris un beau 14 sur 20. 14 sur 20 parce que, alors vous allez me dire, c'est plus faible qu'hier. Oui, mais je prends en compte aussi la topologie du terrain. Hier, c'était une étape de plage, je ne m'attendais pas forcément à un gros spectacle. Là, aujourd'hui, on a eu du suspense sur la fin. Mais comme je l'avais prédit un petit peu, les secteurs empierrés, enfin les secteurs des Strade Bianche, n'ont rien apporté à la course. Il ne s'est rien passé quasiment dans le secteur. Parce que c'était trop court, parce que les deux premiers étaient trop loin de l'arrivée, parce que le dernier était vraiment trop court et pas assez dur. Donc c'était pas un terrain propice à des attaques. Par contre, ça a été un sacré chantier sur les premières heures de course, avec le rythme incessant, notamment du côté de la UAE, où ça a été un très très gros tempo pour ce début de journée. Donc voilà, les secteurs pavés, les secteurs des Strade Bianche n'ont pas apporté grand chose. Au niveau du général, il y a assez peu de changements aussi, il faut bien le dire, mais on a eu quand même un spectacle intéressant entre les trois de devant, et notamment un dernier kilomètre où c'est encore bien stratégique. Comme hier, Benjamin Thomas, Pelayo Sanchez n'a pas fait d'erreur dans ce dernier kilomètre. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, Julien Alaphilippe, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin pour Julien. Il a rien à se reprocher aujourd'hui, Julien. C'est-à-dire, au niveau stratégique, dans le final, il n'a rien à se reprocher. C'est pas là où il perd la course. Julien, dans le dernier kilomètre, Pelayo Sanchez joue très bien. Pelayo Sanchez était très fort. Pourtant, il fait un sprint court. Il fait un sprint de 180 mètres. Donc, il fait un sprint qui est pas énorme hein, en termes de distance. Il prend la bonne trajectoire. Mais Pelayo Sanchez était trop fort. On voit même dans les 10 derniers kilomètres, il saute pas mal de relais. Quand vous regardez entre 10 km de l'arrivée et 5 km, il passait un relais sur 3 à peu près. Donc il a tenté de gérer. Mais à 10 km de l'arrivée, il est déjà cuit. Il est déjà cuit parce qu'il y a la fameuse erreur d'aiguillage qui va lui coûter très cher en énergie. Parce qu'il essaye de revenir très vite sur Luc Plap. Et puis il n'arrive pas à revenir tout de suite. Ça lui coûte énormément d'énergie, je pense, à ce moment-là. Et puis ses premières heures de course, parce qu'il a fait partie des premiers attaquants de la journée. Et il a tenté à plusieurs reprises de sortir. Et puis même dans le groupe de 24, qui va en fait créer ce groupe de coureurs qui vont partir et qui vont aller jusqu'à l'arrivée, eh bien il fait partie de ceux qui sont le plus actifs. Pendant 20 km, il va essayer plusieurs reprises de sortir. Donc ce qui fait la différence sur cette journée, c'est l'énergie. Pelayo Sanchez a consommé moins d'énergie en début de journée. Et voilà, c'est ce qui a fait la différence pour Julien. C'est cette fin d'étape. Et puis, certes, il a retrouvé quand même des bonnes jambes, Julien Alaphilippe, mais c'est pas le Julien Alaphilippe qui est champion du monde non plus. Et même le champion du monde aurait peut-être eu du mal à battre Pelayo Sanchez, vu la débauche d'énergie en début de journée. Mais voilà, il lui en manque un petit peu. Je crois que c'est ce qu'on voit depuis le début de saison. Il lui en manque encore un petit peu. Il est pas loin, mais il est à, je dirais, 85% du niveau qu'il avait des championnats du monde. Sauf que pour aller chercher les meilleurs, il fallait peut-être être à 100%. Il est à 85-90%, donc il lui manque ces 5, 10%, 15% pour aller taper les meilleurs. Mais c'est quand même une saison intéressante parce que là, je regarde 570 points UCI. L'année dernière, il en fait 938. Donc oui, alors qu'on est seulement au Tour d'Italie. Donc c'est plutôt pas mal pour le moment ce que fait Julien. Mais voilà, il lui en manque un petit peu, surtout qu'il a eu quand même une fracture. Voilà, sur les classiques flandriennes, il n'a pas marqué tant de points que ça. Il s'en sort bien avec Milan-San Remo. Il fait aussi un très gros tour de under en début de saison. Mais on sent que les jambes sont pas loin, mais il lui en manque encore un petit peu. Voilà, Julien Alaphilippe. Avec Patrick Lefebvre qui lui a donné des bidons. C'est peut-être des bidons piégés.
Je rigole, bien entendu, avec Patrick Lefebvre, qui avait mis sa plus belle chemise. Mais du côté de Julien Alaphilippe, ouais, il lui en manque un petit peu. C'est ce qu'on voit depuis le début de saison. Il est pas loin, mais aujourd'hui, c'est pas le Julien Alaphilippe qu'on a connu en 2020-2021. Mais c'est un Julien Alaphilippe qui est déjà plus performant pour moi qu'en 2023 et que sur une partie de la saison 2022. Donc il y a du mieux, voilà, chez Julien. Là aujourd'hui, il passe pas loin. Alors c'est vrai qu'on aurait aimé la victoire, parce que déjà il aura remporté une victoire sur les 3 grands tours. On aurait aimé la victoire aussi parce que ça lui aurait fait du bien mentalement, je pense. Voilà, mais il faudra encore y repasser. Mais il y aura d'autres étapes qui peuvent lui convenir à Julien Alaphilippe. Hein. On en avait parlé, il faudra qu'il se refasse un peu la cerise demain et je dirais peut-être même sur la fin de semaine. Puis après, il y aura encore des opportunités si on regarde le parcours. Il y a encore de quoi faire. Donc là aujourd'hui c'était un peu difficile, mais si on regarde, demain c'est chrono, l'étape de samedi Prati di Tivio, je pense qu'on aura un leader qui va s'imposer ce jour-là, qui voudra vraiment faire du gros travail. Mais dimanche par exemple il y a l'étape de Naples, dans le final il y a des belles difficultés. Vous avez aussi l'étape de Fano avec pas mal de petites bosses sur le parcours, ça peut lui convenir. En deuxième semaine, vous avez peut-être l'étape de Livigno, voilà, en échappée. Donc non, il y a de quoi faire. Il y a l'étape 16 aussi, où celle-là, je suis pas sûr qu'un leader va vouloir aller au bout. L'étape du Monte Pana. Donc il y a encore des opportunités pour Julien sur ce Giro, pour aller chercher une victoire d'étape, ce qui, je pense, lui ferait énormément de bien. Romain Bardet, deuxième coureur top. Du mieux du côté de Romain Bardet, parce que hier, ça avait été... il y avait eu un début de semaine compliqué, Romain Bardet avec des problèmes gastriques. Là, aujourd'hui, on l'a vu à l'attaque dans le final, donc ça veut dire que déjà, il est en capacité de repartir à l'attaque. Donc je pense qu'il s'est refait un petit peu la cerise, qu'il a réussi surtout à faire des réserves. Alors après, il faudra voir demain. C'est sûr que c'est pas forcément l'exercice qu'il aime le mieux. Encore des mouches qui passent à l'écran. Mais c'est pas mal. Voilà, du côté de Romain Bardet, je trouve qu'il y avait du mieux. Son attaque était assez tranchante quand même. Il a mis quelques coureurs en difficulté. Donc on va voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Mais je suis plutôt rassuré sur la condition physique de Romain Bardet, parce que c'est vrai que sur les 2-3 premiers jours, j'étais un petit peu inquiet. Je vous avais fait part même de ces inquiétudes dans certaines vidéos. Troisième coureur, alors qu'il y a des mouches, c'est infernal. Et en plus, je sais pas, elles sont attirées par la webcam. Voilà, c'est une passion. Autre coureur top, c'est Baudin, Alex Baudin. Je savais pas comment ça allait se passer pour Alex Baudin aujourd'hui. C'était vraiment pour moi une interrogation, parce que je me disais l'étape est pas simple, ça peut être vraiment une étape piégeuse. Je savais pas trop s'il allait bien passer les secteurs empierrés. Alors je me souviens que notamment sur la route Tourangelle, quand il était en 2022 chez Swiss Racing Academy, il était sorti dans le secteur pavé de la route Tourangelle, mais voilà, j'avais quand même des petites inquiétudes sur sa capacité à tenir la cadence sur cette étape. Ça s'est plutôt bien passé, 12e aujourd'hui, jamais vraiment mis en difficulté, jamais dans les mauvais coups, alors que le chat a décidé d'aller dans la litière. Bon, c'est plutôt pas mal, voilà, du côté d'Alex Baudin, sur une journée qui n'était pas forcément évidente. Il s'en est plutôt extrêmement bien sorti, donc belle 12e place d'Alex Baudin, toujours bien classé du côté du maillot blanc. Il est deuxième derrière Kian Uijtebroek. Donc ça, c'est plutôt très intéressant pour lui. Et puis on va voir maintenant ce que ça va donner sur le chrono demain, et puis surtout sur le reste de la semaine, parce que ça sera la vraie interrogation, notamment l'étape de samedi. Qu'est-ce que ça va donner en haute montagne après 5-6 jours de course dans les pattes, où il y a eu assez peu de petits rythmes, parce qu'on ne s'est pas vraiment reposé dans le peloton sur ces étapes de plat. Ça va être intéressant de voir. Plus-moins, juste une petite parenthèse, Calme-Jeanne dans le bon premier groupe. Donc vraiment les jambes sont bonnes du côté de Calme-Jeanne.
parce qu'il était dans le bon premier groupe, il finit même 10e de l'étape, qu'il apporte quelques points UCI à Intermarché, c'est plutôt pas mal. Et puis en petit flop, vraiment léger aujourd'hui, Christophe Laporte, mais bon, on savait que ça allait être compliqué aujourd'hui, en plus il a eu une crevaison. Voilà, encore une fois, le lendemain d'une journée où vous êtes tombé, c'est jamais facile. Lui, il a de la chance, contrairement au coureur d'Israël, c'est qu'il a pu repartir malgré voilà, ses grosses éraflures, donc il n'a pas dû avoir de grosses fractures. Donc voilà, ça n'a pas été une journée facile pour Laporte, mais on s'y attendait un petit peu du côté du coureur français. Allez, on passe tout de suite au coureur top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs top, je passe au vainqueur du jour, Pelayo Sanchez. Ça va faire du bien. Ça à la Movistar, parce que c'est aussi une équipe qui n'était pas forcément réussite, qui s'attendait pas à grand chose, un peu comme Cofidis sur ce Giro, parce que bon, quand on mène Quintana, Gaviria, on peut pas dire que les deux aient eu des très grands résultats jusqu'à maintenant. Donc ouais, il s'en est extrêmement bien sorti, Pelayo Sanchez, lui qui avait remporté le trophée au Pogačar déjà voilà, en faisant un énorme effort dans le final, le trophée au Pogačar devant Mayrofer, Vlasov, sur une journée qui avait été aussi assez rapide. Je crois me rappeler, sur un parcours, on était déjà sur 3000 mètres de dénivelé positif en tout début de saison. 9e de la première étape du Tour de la Communauté de Valence. Et puis après, moi je l'avais assez peu vu sur le course qu'il avait fait derrière. Il avait surtout eu un rôle d'équipier, mais il a fini 8e du Tour des Asturies. Ça c'était fin avril, c'était pendant le Tour de Romandie. Donc la victoire d'étape sur cette 6e journée. Pour son 3e grand tour, son premier Giro, c'est sa première victoire d'étape sur un grand tour. Lui qui était jusqu'à l'année dernière dans l'équipe Burgos. Moi, c'est un coureur qui a fait vraiment du bon job depuis le début de saison, très performant, c'est sa meilleure saison en carrière pour le moment, Pelayo Sanchez. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, j'en fais mon Derek Guy pour cette année, et bah mieux que Derek Guy, parce que Derek Guy n'avait pas gagné. Aujourd'hui, il a très bien géré dans le final. Dernier kilomètre, il gère superbement bien, comme Benjamin Thomas. Voilà, il sait qu'il fallait plutôt qu'il prenne la roue de Julien, parce qu'il savait très bien que Luplap n'irait pas jouer le sprint, enfin ne pourrait pas jouer le sprint. Donc il s'est dit, bon, je me mets dans la roue de Julien, c'était pas mal. Il a aussi sauté des relais, alors pas dans les 10 derniers kilomètres, mais auparavant, lui il avait sauté les relais. Il y avait eu des grosses discussions avec Julien. Alors c'est vrai qu'à un moment, je m'étais dit, il avait peut-être fait le mauvais choix en essayant d'attaquer, parce qu'à un moment il essaye d'attaquer, ce qui était peut-être pas forcément l'idée du siècle, en plus assez loin de l'arrivée. Mais Pelayo Sanchez, oui, très intéressant dans le final, mais c'est un coureur qui est vraiment très bon. Je trouve Pelayo Sanchez, je pense que c'est un baroudeur qui va en gagner d'autres, des grandes courses, enfin des grandes étapes, parce que je pense qu'il a une bonne pointe de vitesse, c'est un mec qui est endurant, en plus là il a eu l'intelligence tactique, donc ça c'est plutôt très intéressant pour un coureur de ce type-là. Et puis oui, là, il a fait du très bon job aujourd'hui, dans le dernier kilomètre il est très bien, il a consommé moins d'énergie qu'à la Philippe, et puis dans le final il fait un super sprint, parce que en n'ayant pas la place préférentielle à l'intérieur du virage, lui il prend à l'extérieur, il est obligé d'aller beaucoup plus vite que Julien pour le dépasser, donc vraiment il n'y avait pas la possibilité d'aller le chercher. J'ai bien aimé aussi, je vous ai pas parlé de Julien, mais je trouve son attitude à la fin de la course, il n'était pas démoralisé. Là, Julien, bon, il n'est pas passé loin, mais je trouve qu'il a retenu beaucoup de positifs de cette victoire, enfin de cette 2e place. Et je trouve ça bien aussi, il a été félicité Pelayo Sanchez, et deux voilà, se sont congratulés. Je trouve que c'est une belle chose, parce que oui, bon, bah voilà, en course on est adversaire, parfois on peut avoir des petites engueulades parce qu'on n'a pas aimé une action d'un coureur ou une autre action d'un coureur. Mais après, je trouve que voilà, après la course, c'est fini. Alors on redevient pas pote, mais on redevient tout à fait courtois. Et j'ai bien aimé cette action d'Alaphilippe, qui l'a dit tout de suite, voilà, j'avais pas grand chose à faire, je suis juste tombé pas à ce moment là sur ce sprint sur plus fort, parce que Pelayo Sanchez il en a moins fait en début de journée, donc il a consommé moins d'énergie par rapport à Alaphilippe, qui a été omniprésent sur les premières heures de course. Mais ouais, très belle victoire de Pelayo Sanchez. Je pensais que moi qu'il avait fait Ryan Paysor, mais il n'avait pas fait Ryan Paysor cette année, parce que j'avais le souvenir, c'était l'année d'avant. Ouais, non, pourtant, ouais. J'avais un souvenir comme ça de lui à Ryan Paysor.
Mais j'ai confondu avec un autre coureur du côté de la Movistar. Je sais plus qui c'était. C'est comme hier Caden Grove, ça. Rennes. Voilà, la classique à Rennes. Non, c'était Lascano qui était là, oui, mais j'avais l'impression, ça je m'en souviens de Lascano, mais j'avais l'impression que voilà, j'avais vu un autre Movistar. Ça devait pas être cette année, je pense. C'était l'année d'avant. Ça devait être. Ouais, c'était pas 2024. J'ai un souvenir, voilà, je pensais que c'était Pelayo Sanchez cette année, mais au final, non, vu qu'il l'a pas fait. Donc voilà, j'avais ce souvenir-là. Voilà pour l'étape d'Estrade Bianche. Je vais pas vous parler, je vais parler rapidement de Luc Plapp, alors que la mouche, vraiment, les mouches m'emmerdent. Et j'ai oublié de prendre une tapette à mouche. Luc Plapp, intéressant. Aujourd'hui, après, bon, c'est un peu le même profil que Polite. On l'avait vu déjà sur Paris-Nice avec Buitrago. C'est quand même un coureur qui en fait beaucoup, qui devrait peut-être progresser sur sa gestion de course. Et puis on s'aperçoit aussi qu'en faisant des efforts comme ça aujourd'hui, je pense qu'il a délaissé le classement général parce que demain, déjà que c'est pas le meilleur sur le contre-la-montre au niveau mondial. Demain, bon voilà, il va perdre beaucoup de temps hein, vu les efforts qu'il a fait aujourd'hui. Les jambes vont être lourdes, donc ça va pas être facile pour lui. Donc je pense qu'il joue plutôt les victoires d'étape que le général. Deuxième coureur top, et ben je vais en parler en bien. Aïe, tu parles pas de Caden Grove en bien. Je déconne. Allez, Caden Grove, bah parce que impressionnant dans le final. Impressionnant Caden Grove. Alors vraiment, alors dans le final, bon, il a un peu disparu, il fait au-delà de la 70e place. Mais alors sur les premières heures de course, waouh, impressionnant Caden Grove, hein. C'est le seul sprinter avec le seul coureur qui a une bonne pointe de vitesse, mais avec Trentin. Mais Trentin n'est pas un sprinter. C'est-à-dire c'est le seul sprinter qui arrive à s'en sortir. Sur pourtant une étape qui était très compliquée du côté de Caden Grove. Donc non, très très bien. Je m'attendais plutôt à voir Milan dans cette situation-là que Caden Grove. Il reprend des points pour le classement du maillot cyclamen. Donc ça c'est intéressant parce que les 2 prochains jours, le maillot cyclamen, on va pas vraiment s'y intéresser. On s'y intéressera de nouveau dimanche. Je pense que même samedi ça sera compliqué d'aller marquer des points pour les sprinters. Vu le profil de l'étape, après je sais plus où sont les sprints, mais de tête je pense que ça sera pas évident. Et du côté de Caden Grove, non, impressionnant parce que lui il a fait une grosse débauche d'énergie et réussir à se retrouver avec Julien Alaphilippe alors qu'on a eu une première heure et demie de course à 52,5, que derrière ça tabassait encore sévère avec le coureur. Non, c'est du très très solide de la part de Caden Grove. Ça montre que les jambes sont bonnes. Donc c'est-à-dire qu'il a les jambes pour aller gagner des sprints, ça c'est clair et net vu le numéro qu'il a fait aujourd'hui, et ça montre que il s'en est peut-être très très bien il s'est peut-être très très bien préparé pour cet exercice-là, c'est-à-dire que il s'en est extrêmement bien sorti. Il a coché un objectif cette année, un grand tour, c'était le Giro. Bon, les premières courses ont été là pour préparer, on va dire, ce Giro. Alors il aurait peut-être aimé gagner d'autres épreuves, mais là ça s'est bien passé. Et puis il a rattrapé un petit peu l'étape d'hier, où son équipe roule énormément et sera dans la stratégie. Et j'ai envie de dire un petit peu sur ses propos d'hier, où il parlait de la moto, il disait que nous avait été aidés par la moto. Voilà, il rattrape un petit peu ses propos d'hier avec l'animation qu'il nous a fait aujourd'hui, mais très intéressant ce qu'a proposé Caden Grove. Ça montre que c'est pas seulement un sprinter. Alors moi je le savais déjà l'année dernière quand il avait remporté la Volta Limbourg Classique dans des conditions qui étaient exécrables. Il avait été très costaud ce jour-là et ensuite il avait été très bon. Donc ça devait être Tour du Pays Basque. Ça pouvait pas être Communauté de Valence. Mais ouais, non, c'est un coureur qui a été costaud aujourd'hui. Après, il en manque parce que la journée n'a pas forcément été évidente pour lui, mais dans la fin de journée. Ah non, c'était Catalogne. Ah non, c'était après qu'il avait gagné la Volta Limbourg Classique. Ouais, j'avais inversé un petit peu les dates. Parce que c'était bien le Tour de Catalogne. Parce que personne m'a aidé. Je cherchais quelle course avait gagné Caden Grove, j'avais des doutes et voilà. Personne ne m'a aidé dans les commentaires.
Mais ça fait du bien voilà, pour Caden Grove parce que c'est vrai que le début de saison avait été vraiment difficile. Et là, il retrouve un petit peu des couleurs depuis sa deuxième place pardon, du côté du capot mêlé. Enfin, l'étape où il y avait le capot mêlé dans le final. Donc là, il fait également une belle journée, une belle étape numéro 5. Donc, non, c'est pas mal du côté de Caden Groves. Et puis plus les points qu'il a marqués aujourd'hui du côté du maillot cyclamen, ce qui fait qu'il revient un petit peu du côté du classement de ce maillot. Il revient à 34 plus 3, 37 points de Jonathan Milan. On fera un point sur les différents classements en fin de vidéo. Troisième coureur top, Pogacar. Pourquoi je mets Pogacar? Parce que aujourd'hui, ses adversaires ont attaqué ou ont consommé de l'énergie, pour certains. Je pense à Geraint Thomas, qui a fait rouler énormément son équipe. On pourrait même penser à un Romain Bardet. Il y a des coureurs qui ont été ralentis. Je pense à Ben O'Connor, par exemple. Je pense aussi même à Uttebrook, en tout début d'étape, qui a dû changer de vélo. Bon, il n'a pas été emmerdé très longtemps non plus par ça, mais la journée a été animée. Premièrement, il n'y a pas de crevaison pour Pogacar. Donc déjà, dans les Strade Bianche, c'est déjà une bonne nouvelle. Deuxièmement, il n'a pas consommé énormément d'énergie avant le contre-la-montre de demain, où il peut faire des gros écarts. Donc ça, c'est aussi la deuxième bonne nouvelle. Même si ses équipiers ont travaillé, ont pas mal travaillé aujourd'hui, parce qu'un domaine Novak, par exemple, a été très à l'avant de la course. Je crois qu'il y avait un moment aussi... c'était pas Großschartner, c'était un autre coureur qui était. Il y a eu Domaine Novak qui a beaucoup travaillé aujourd'hui. Laungen aussi qui a beaucoup travaillé sur ce début dans les premières heures de course. Donc ils s'en sont plutôt bien sortis du côté de cette formation. Et Pogacar, en plus, il garde le maillot rose. C'est-à-dire que ce soir, il garde le maillot rose. Parce que Ineos a fait du gros travail à la fin et donc demain il partira dernier, donc c'est-à-dire avoir un avantage où il aura les temps intermédiaires d'un Geraint Thomas, il aura les temps intermédiaires de ses équipiers. Je suis pas sûr que ce soit un avantage, mais il aura les temps intermédiaires de Geraint Thomas, d'un Uttebrook, d'un Ben O'Connor, voilà, il aura les temps intermédiaires des adversaires. Et surtout avec Geraint Thomas, il aura vraiment un timing très précis. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal pour un coureur comme Tadej Pogacar, qui est quand même super favori demain sur le chrono. C'est peut-être l'étape qui peut remporter le plus facilement. Donc ouais, ça va être plutôt bien pour Pogacar. Donc voilà, une journée un petit peu tout bénef. Et puis je termine avec Uttebrook. Je me disais que ça allait être compliqué aujourd'hui pour Kian Uttebrook. Pour deux raisons. Déjà parce que je ne savais pas s'il passait très bien les secteurs de Strade Bianche. Donc ça, c'était vraiment la première question. Est-ce qu'il allait bien s'en sortir sur les secteurs de Strade Bianche? Est-ce qu'il n'allait pas être en difficulté? La deuxième question que je me posais du côté de Kian Uttebrook, c'était est-ce qu'il n'allait pas se retrouver seul, en sachant que Christophe Laporte était tombé, en sachant également que Attila Valter était tombé. Il s'en est plutôt bien sorti. Il s'en est très très bien sorti sur les secteurs. Il y a juste un moment où en début de journée il change de vélo et il est dans le ralentissement avec Ben O'Connor et dans le secteur pavé. Mais il s'en est très très bien sorti aujourd'hui sur cette étape. Et il a fait une très belle journée. C'est-à-dire que la journée de Coco, elle est très très bonne, Kian Uttebrook. Sur un parcours qui pour moi n'était pas forcément là où il serait le plus à l'aise, parce que c'était assez punchy. Je me disais, bon, aujourd'hui il va peut-être perdre du temps, parce qu'il y avait les secteurs de Strade Bianche. Je ne sais pas s'il avait déjà fait les Strade Bianche à Uttebrook. Cette année, non. En 2023, non plus. Et en 2022, non plus. Donc c'était pas forcément quelque chose qu'il connaissait énormément.
Et il s'en est plutôt super bien sorti dans cet exercice-là. Et puis je regardais même dans ses jeunes années, il n'a même pas fait la Heroica. Donc ouais, il connaissait vraiment pas ce type de parcours. Bah, il a été très bon. Voilà, Kiana Uttebrook. Donc il s'en est très bien sorti, Kiana Uttebrook, pardon. Et bah, ça confirme tout le talent qu'il a. Et puis ça confirme aussi que pour le moment, il est bien embarqué du côté de ce maillot blanc. Alors demain, il faudra faire un bon chrono. Mais ses adversaires directs, je pense, ne sont pas meilleurs que lui dans cet exercice-là. Il y aura samedi, mais ça sera un style de course qu'il connaît bien avec une arrivée au sommet plus classique. Voilà, samedi ça devrait bien se passer. Donc ensuite il y aura l'étape de Naples. Toujours faire attention à Naples, on peut avoir des grosses chutes, ça peut être une journée difficile. Il faudra rester concentré après 10 jours de course. Mais pour le moment il s'en sort extrêmement bien sur ce début d'épreuve. Donc c'est pour ça que je voulais le souligner. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour, Ineos. C'est comme hier Alpecin, ça. Hier Alpecin qui roule pendant toute la journée, se fait avoir par un groupe de contre. Là aujourd'hui Ineos, ils ont décidé de rouler fort pendant toute la fin d'étape pour finir à 35 secondes. C'est-à-dire que soit ton idée c'était de faire gagner Narvaez et donc dans ce cas-là tu roules à fond jusqu'à la fin, surtout que tu avais encore de la main d'œuvre, soit ton idée c'était de protéger Geraint Thomas, dans ce cas-là tu roulais que dans les secteurs d'Estrade Bianche et tu roulais plus à 40 bandes de l'arrivée. Ils ont décidé de rouler extrêmement fort dans tout l'Estrade Bianche. On s'est dit au départ c'est pour Geraint Thomas, quand on a vu que ça continuait de rouler derrière, on s'est dit c'est pour Narvaez. T'es chaud à 35 secondes. Ils ont fait le plus dur quand même aujourd'hui du côté d'Ineos pour échouer à 35 secondes. Parce que sur la fin, ils n'ont plus assez d'énergie ou je ne sais pas trop ce qui se passe. Peut-être aussi qu'il aurait fallu, s'ils voulaient vraiment gagner l'étape, il aurait peut-être fallu s'y mettre en début de journée aussi à mettre un homme avec Ineos. Avec UAE, pardon. Mais j'ai du mal à comprendre quand même cette stratégie. Bon, comme assez souvent avec la Ineos, ce côté on roule à fond pour faire 10e. Quand même toujours un petit peu particulier. Et là aujourd'hui on a un Magnus Sheffield qui a fait un énorme travail. C'est vraiment décarcassé Magnus Sheffield pour à la fin ne pas gagner l'étape. Il n'a pas gagné l'étape Geraint Thomas ou Narvaez. Et ils se font même piéger dans le final avec l'attaque de Piccolo. Ça veut dire vraiment que sur la fin ça roulait plus des masses. Je trouve ça un peu dommageable parce que tu fais énormément d'efforts pendant toute la journée, t'es pas récompensé à la fin. Bon, les équipiers au bout d'un moment ils vont en avoir marre. Voilà, c'est un Sheffield et autres, on dirait les cocos, vous allez vous débrouiller, et puis on va peut-être courir de manière intelligente. Et du côté d'Ineos, c'est quand même très régulièrement qu'ils n'arrivent pas à gagner une étape où ils ont décidé de contrôler l'intégralité de la journée. Parce que, encore une fois, on a l'impression qu'Ineos n'évolue pas dans sa manière de courir. Le cyclisme a évolué quand même depuis 2011, depuis 2010, sauf que Ineos, ils roulent toujours de la même manière qu'à l'époque de la Sky. Sauf que déjà, ils ne sont plus archi-dominateurs, comme lors des grandes années de la Sky, entre 2014 et 2018. Il faut bien dire que c'était la meilleure structure, la meilleure équipe, c'était eux qui avaient les meilleurs entraîneurs, c'était eux qui avaient ils faisaient tout correctement du côté de Sky. Et ils courent toujours de la même manière 5 ans plus tard, alors que la Sky aujourd'hui, la Ineos n'est plus une équipe dominatrice, parce que déjà il y a des équipes qui ont récupéré leur retard en termes de budget et qui ont même dépassé le budget de la Ineos, parce que tu n'as plus forcément les meilleurs coureurs, et surtout, je dis, sur beaucoup d'épreuves, il te manque la tête d'affiche. Là, Geraint Thomas aujourd'hui, je vois pas pourquoi on a roulé aussi vite sur un parcours où Geraint Thomas n'avait que très peu de chances de s'en sortir. Donc je suis assez surpris qu'on ait roulé aussi vite, je suis assez surpris qu'on ait voulu cadenasser la course à ce point-là, et en plus à la fin on se rate, parce que ils échouent à 35 secondes, donc c'est quand même un petit peu dommageable. Deuxième bonnet d'âne du jour, c'est Giulio Pellizzari, le coureur de la Bardiani. 17 minutes de perdu aujourd'hui. Les chemins blancs ne lui ont pas réussi à Giulio Pellizzari. C'est dommage, le coureur italien, parce qu'on avait quand même des ambitions pour le classement général pour lui. Et à la fin, on s'aperçoit qu'il faudra tout miser sur Pozzovivo,
pour l'instant 19e. Pozzovivo, bon, demain il risque de perdre du temps. Pellizzari maintenant est à 22 minutes 46. C'est un petit peu décevant de la part du coureur italien, mais il faut se rappeler qu'il a seulement 20 ans. Donc il a encore de l'expérience à acquérir, très clairement. Mais ça va refroidir peut-être certaines équipes qui auraient voulu le recruter tout de suite. Après sa belle performance sur le Tour des Alpes et un début de saison qui avait été intéressant. Mais là aujourd'hui, il passe complètement à côté de son étape. Et déjà qu'à Europa il avait fini seulement 35e, là c'est une deuxième contre-performance en une semaine. Voilà, sur cette étape-là aujourd'hui, Pellizzari il finit 127e. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé du côté du coureur italien. Est-ce qu'il y a eu un problème mécanique au mauvais moment? Est-ce que tout simplement il n'était pas à l'aise, pas en forme aujourd'hui? Peut-être qu'il est tombé, une chute qu'on aurait ratée de la part de la réalisation. Mais oui, c'est dommage parce que on se disait après un premier Giro, enfin pour son premier Giro, il y avait peut-être une possibilité de jouer un bon classement général, mais c'est là où on voit que c'est difficile. Un premier grand tour dans une carrière, surtout quand on a 20 ans, qu'on a encore pas mal d'expérience à se faire, et malgré le talent qu'a Pellizzari, aujourd'hui ça n'a pas suffi sur cette étape. Et puis je termine avec Israël. C'est terrible l'étape d'hier en fait. C'est l'étape d'hier d'Israël qui leur coûte extrêmement cher. À cause deux coureurs, Woods et Reisberg, plus Pickrell. C'est vraiment une mauvaise journée. Alors même s'il y a Simon Clark qui a tenté de prendre l'échappée, il n'a pas réussi à être dedans. Et puis perdre 3 coureurs d'un coup, c'est vraiment terrible pour cette formation. En plus, la situation politique n'est pas évidente. Encore une fois pour Israël, et forcément ça se répercute sur les coureurs. Parce qu'encore une fois, quand tu décides de courir pour une équipe comme Israël Première Tech, tu deviens ambassadeur d'Israël. Malgré tout, tu deviens un porte-parole, un communicant de l'État d'Israël. Mais comme Pogacar, c'est pareil avec les Émirats Arabes Unis, comme c'est pareil avec Caruso avec la Bahreïn. Voilà. À partir du moment où ton équipe a un sponsor qui est un pays, forcément tu deviens l'image un petit peu de ce pays. Voilà. Et du côté de cette formation, là on est passé à côté. Et puis en plus, pas de chance, c'est que Woods et Pickrell, les deux sont sur des commotions cérébrales avec des confusions. C'est-à-dire, je pense on nous dit des commotions cérébrales légères. Quand il y a des confusions, c'est quand même pas l'idéal. C'est-à-dire que ça a quand même tapé fort, surtout pour Pickrell. On avait vu le panneau plié en deux par la tête de Pickrell. Ça veut dire également que c'est des coureurs qui ont repris la course. Et là encore, on va reparler d'un problème, le protocole commotion. C'est des coureurs qui ont repris le guidon dans un peloton, alors qu'ils n'étaient pas maîtres de leurs gestes, de leurs mouvements. Et on le voyait hier, Woods il était complètement groggy, donc on l'a fait remonter sur un vélo alors qu'il était complètement groggy. Il va falloir vraiment améliorer le protocole commotion du côté de l'UCI. Je rappelle que ce sont les médecins d'équipe qui demandent ou non à un médecin de pratiquer le protocole commotion. Le médecin qui pratique le protocole commotion, c'est le médecin de la course. Sauf que si le médecin de l'équipe ne décide pas de l'emmener au protocole commotion, il n'est pas obligé de le faire. Il faudrait qu'il y ait une obligation. En cas de gros choc, qu'il y ait une obligation d'aller au protocole commotion. Alors ça pourrait être notamment avec un petit capteur de jet ou de force ressentie qu'on pourrait mettre au niveau du casque. Et au cas de gros choc, si ce capteur-là dépasse une certaine valeur, on déciderait de faire une analyse médicale sans forcément le mettre hors course, mais faire un test de protocole commotion pendant 3-4 minutes, faire un protocole commotion, peut-être lui redemander plus tard dans l'étape, s'il est revenu dans le peloton, aussi il y a une voiture médicale à côté de lui, de continuer ce protocole commotion, mais il faudrait un vrai protocole commotion, un vrai programme bien mis en place, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du côté du cyclisme. Et on voit que certaines équipes n'hésitent pas à le faire en cas de gros choc, et puis il y a d'autres équipes qui, quand ça touche au leader de ta formation, ne veulent pas le faire parce que forcément tu sais qu'il y a des chances que tu perdes un coureur, donc tu décides de ne pas le faire et puis de voir comment ça va se passer. C'est dommage parce que les commotions cérébrales, c'est quand même quelque chose de sérieux. Et je trouve que dans le cyclisme, on n'y prête pas suffisamment attention. Dans certains sports, on n'y prête pas suffisamment attention, alors qu'on a vu
quand même dans certaines disciplines. Je pense au football américain, au rugby, on pourrait même penser au catch. Les conséquences que ça a eu ensuite sur les carrières de certains sportifs dans ces disciplines-là. Donc il faut vraiment travailler là-dessus du côté du cyclisme. On parlait de sécurité, notamment sur l'étape du Tour du Pays Basque. Quand il y a eu la grosse chute, la sécurité, ça passe aussi par là. Parce que Wood, par exemple, il ne peut pas freiner rapidement alors qu'il est au milieu du peloton. Et ça peut faire strike derrière. Ou il est confus, donc il va bloquer sa roue avant parce qu'il va freiner trop fort, ou il ne va pas avoir un temps de réaction assez rapide avant de freiner, et ça fait strike. Donc on ne peut pas se permettre dans un peloton d'avoir des coureurs qui ne sont pas en pleine possession de leurs moyens au niveau des réflexes, au niveau cerveau. Donc voilà, il faut bien le prendre en compte. Et du côté du CI, aujourd'hui, le protocole n'est pas assez contraignant du côté du protocole commotion. On regarde tout de suite les différents classements. On regarde tout de suite les classements. Alors pour vous montrer que voilà, Pelayo Sanchez a remporté l'étape devant Julien Alaphilippe Pla. Piccolo qui était intercalé, qui avait attaqué dans le final. Les EF qui ont été assez offensifs, mais pas forcément dans le bon timing. Il y avait également Honoré, Michael Honoré, qui était parti à un moment en contre. Bon, c'était pas forcément l'idée du siècle. Narvaez, donc 5e aujourd'hui à 29 secondes. Et puis on regarde, vous voyez Lutsenko par exemple dans le top 10 pour cette étape. Nick Schultz du côté d'Israël, ça va faire du Boimecker un petit peu pour cette équipe, comme on en parlait tout à l'heure. Et puis on s'aperçoit que beaucoup de leaders ont réussi à rester dans le premier groupe. Cepeda, par contre, a été lâché, mais on ne peut plus vraiment le considérer comme leader pour le général. Nairo Quintana également lâché, mais il avait déjà perdu un petit peu de temps. Je pense que voilà, Quintana, on l'a vu, va plutôt se concentrer sur les victoires d'étape. Caden Grove finit 74 et c'est le premier sprinter, lui qui a fait une journée impressionnante. Et puis Sharman, 77. Par contre, il y a un coureur qui a perdu beaucoup de temps. Donc on le disait, c'était Pellizzari. Et ça va avoir des conséquences pour le classement général. Vu que Pogačar reste en tête devant Thomas Martinez, mais il y a quelques modifications, notamment Luc Plapp qui remonte à la 15e place, et un Nicolas Conchi qui perd 8 positions le cours de la Alpecin, et puis Nairo Quintana perd 2 places, Vermarque 3 places, Caruso 28 places, là aussi il a perdu beaucoup de temps aujourd'hui, il n'est plus bien positionné du côté du général. Et puis Pellizzari, lui, se retrouve en dehors du top 50. Le coureur italien du côté du classement du maillot cyclamen, c'est toujours Jonathan Milan qui est en tête, mais Caden Groves a pris quelques points et réduit son écart par rapport au coureur italien. Tim Merlier, lui passant 3e position. On s'aperçoit également que Fiorelli se retrouve 6e derrière devant Pietro Bonne, et derrière Benjamin Thomas qui est 5e, premier français de ce classement devant Lydian Calmejane 10e. Du côté du classement du maillot de la montagne, c'est Pogačar qui est en tête devant Calmejane, Martinez, Piccolo, Geraint Thomas. Du côté de cette course, du côté du classement des meilleurs jeunes, c'est Uitebroek qui est devant, Alex Baudin, Van Sevenant, Luc Plapp, donc réduit son retard à 1,02. Devant Zana, et puis on s'aperçoit donc Pellizzari qui se retrouve désormais 18e de ce classement à 21 minutes. Et puis pour le classement par équipe, Ineos, Astana, pas de changement du côté de ces deux formations, même si Astana remonte un petit peu au classement. Decathlon passe 3e, EF est 4e, 5e pour la Bardiani. Et on s'aperçoit que c'est la Bora qui fait la mauvaise opération du jour, mais avec l'abandon de Lipovitz, forcément c'est plus compliqué pour avoir un bon classement par équipe. Nous, on se retrouve demain, 7h, pour la présentation de l'étape numéro 7, le fameux contre-la-montre qui fait un petit peu peur à tout le monde. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!